Bonjour à toutes et à tous. Mathieu Monnier, donc je suis délégué général adjoint de France Énergie Éolienne, la fédération des acteurs de l'éolien en France, éolien terrestre, éolien en mer. Très heureux de vous accueillir ici à l'occasion de cette première édition du Salon Mix, pour cet atelier consacré au développement éolien et à la perspective d'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. Donc j'ai aujourd'hui avec moi un panel très représentatif finalement de ce qu'est la filière éolienne française aujourd'hui. Donc avec Antoine Brichot, CEO de Wind My Roof, dont je laisserai présenter l'activité tout à l'heure. Grégoire Simon, qui est le président-directeur général de WPD France, onshore. On fera la distinction tout à l'heure dans le débat. Laetitia Huret, qui est directrice générale de RWE, Renouvelable France. Benoît Gilbert, qui est senior directeur offshore de Vestas Western Mediterranean, donc constructeur d'éoliennes. Et enfin Pierre Pesson, qui est directeur du développement éolien offshore de RWE, France Renouvelable. Alors, l'éolien, aujourd'hui en France, où on en est, quelle est sa contribution à la transition énergétique et pourquoi ? Donc la loi énergie-climat de 2019 vise une part de production d'énergie renouvelable d'environ 40% dans le mix électrique à horizon 2030. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 22-23%. Donc on a encore beaucoup à faire pour atteindre cet objectif. La France n'a malheureusement pas atteint ses objectifs d'énergie renouvelable en 2020. Elle est en retard par rapport à ses voisins. Elle a la chance d'avoir un mix électrique largement décarboné, notamment grâce au nucléaire et à l'hydroélectricité. Mais elle a vocation à décarboner son mix énergétique qui, lui, est aux 2/3 fossile. Donc gaz, un tout petit peu de charbon, mais surtout pétrole et autres carburants. Donc avec une augmentation de l'électrification dans le mix énergétique, on est censé passer de 25% à peu près 60% d'électricité dans le mix énergétique à horizon 2050. L'éolien a ainsi, l'opportunité de décarboner le mix français. Alors ici en région Auvergne-Rhône-Alpes, on parle surtout d'éolien terrestre pour ce qui concerne le territoire, mais les côtes françaises représentent le deuxième potentiel au niveau européen, après le Royaume-Uni. Vous avez peut-être entendu parler hier de la première actualité sur la première éolienne en mer posée qui a été installée au large du Croisic pour le parc éolien en mer du banc de Guérande, donc de Saint-Nazaire, qui comptera 80 éoliennes, qui sera mis en service à la fin de l'année. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif, mais on se doit d'accélérer. La première question, justement, porte sur la trajectoire énergie-climat de la France. Donc il y a effectivement un certain nombre de lois, de plans-programmes, d'objectifs, mais comment on les met en œuvre et finalement quelle est la croissance de l'éolien dans cette trajectoire. La publication du 3e volet du 6e rapport du GIEC nous dit que nous avons jusqu'en 2025 pour atteindre le pic d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous sommes en retard sur les renouvelables. Finalement, est-ce que la trajectoire énergie-climat de la France est la bonne ? Et on va commencer par Laetitia pour cette première question. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Donc la trajectoire de l'éolien aujourd'hui. Alors la sortie des énergies fossiles pour la décarbonisation, oui, est nécessaire. Bien sûr, le développement des énergies renouvelables permet aussi d'avoir une souveraineté nationale, de stabiliser les prix. Mais effectivement, on parle là de décarbonisation. C'est un objectif qui est atteignable avec le développement des énergies renouvelables et pour sortir des fossiles. En termes de développement éolien, les 20 dernières années, l'éolien a beaucoup évolué et est arrivé aujourd'hui à un stade qui est extrêmement compétitif. Et peut permettre donc une évolution importante dans les années à venir également et d'atteindre ces objectifs. En termes de développement de l'éolien, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un nombre important de projets qui sont aujourd'hui à un stade relativement abouti, c'est-à-dire des projets qui sont en instruction. Qui ont eu l'ensemble des études nécessaires pour le développement de projets éoliens.
On a un taux, alors d'abord une durée de développement de l'éolien qui est quand même assez conséquente, notamment si on la compare à nos pays voisins, puisqu'on a des durées de développement moyen qui sont de 6 à 8 ans. On a une durée d'instruction à partir du moment où les projets sont soumis à l'administration qui est de 2,5 années en moyenne. Et à l'issue de ça, donc à l'issue des 2 ans et demi d'instruction, on a 59% des projets qui sont entièrement acceptés. Ça veut dire que 41% des projets sont refusés, rejetés, partiellement rejetés. Après, c'est après 6 années de développement. Donc ça, c'est de notre analyse le constat qu'aujourd'hui, il y a des moyens nécessaires à mettre en place pour à la fois accélérer certaines phases de développement et puis simplifier le développement, les études et les phases d'instruction. Et c'est assez urgent de pouvoir le mettre en place pour pouvoir sortir l'énergie qui va être nécessaire dans les années à venir, parce que cette énergie-là, elle est rapidement accessible. On peut rapidement mettre en place ces moyens de production et on ne peut pas en dire autant d'autres types de production aujourd'hui. L'éolien, c'est le seul moyen de production qui est capable de fournir de l'électricité rapidement, au-delà des autres avantages que ça permet. Merci beaucoup Laetitia. Effectivement, on a une trajectoire de développement qui est précisée par la programmation pluriannuelle de l'énergie, environ 1,85 gigawatts d'installations par an. Grégoire, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux installations, on est plutôt sur 1,1, 1,2 gigawatts par an ces dernières années? Voilà. Est-ce qu'on partage le constat de Laetitia et finalement, quelles difficultés on rencontre entre la théorie et la pratique dans le déploiement de ces capacités de production? Oui, effectivement, on a un problème de vitesse de mise en œuvre, je pense. On avance à la vitesse d'un Cessna. Il faudrait qu'on soit en Rafale, en Mirage 2000. Il faudrait qu'on arrive à passer le mur du son, en fait, dans l'éolien. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit Mathieu, on est en retard. La France est en retard sur ses objectifs de 2020. C'est la dernière de la classe en Europe. Donc, on a un sujet là. Et puis, les objectifs sont plutôt ambitieux, mais quand même un peu en deçà, si on regarde par exemple le rapport de RTE d'octobre qui dessine les trajectoires de neutralité carbone en 2050, il faudrait qu'on ait à peu près 50 gigawatts d'éolien en 2050 à terre, la même chose en mer. Aujourd'hui, on n'en a que 19 installés et malheureusement, effectivement, la trajectoire, la vitesse de croisière de l'éolien est en train de baisser en ce moment. On a eu moins d'installations chaque année sur les 5 dernières années, d'année en année. Et ça, c'est dû essentiellement à ce que Laetitia mentionnait, c'est-à-dire une difficulté de mise en œuvre. Parce que les acteurs sont là. Je pense que nos pratiques en termes de concertation sont de mieux en mieux, de plus en plus tôt. Contrairement à ce que l'on peut dire, et même si on est sous le feu de nombreuses critiques, en fait, l'acceptabilité de l'éolien, moi, je la trouve de mieux en mieux parce qu'on installe de plus en plus d'éoliens et pour autant, dans des secteurs très équipés, les élus continuent à nous faire confiance et à demander des projets. Mais voilà, on a un problème de vitesse et quand on regarde l'enjeu de la neutralité carbone, je pense que personne ne comprend vraiment l'enjeu. Qu'est-ce que ça veut dire neutralité carbone en 2050 ? On a vécu le confinement, on n'a fait que moins 11% d'émissions de CO2 au niveau français. Alors qu'en fait, il faut qu'on fasse moins 100% net. Voilà. Donc l'enjeu est juste considérable et je pense qu'on ne l'a pas encore compris. Et j'espère malheureusement que la guerre en Ukraine puisse apporter un éclairage un peu différent sur nos besoins effectivement énergétiques et d'accélérer avec les renouvelables. En fait, il faut faire feu de tout bois. Et le nouveau nucléaire, EDF l'a dit, c'est dans 15 ans. C'est 2037. Donc, qu'est-ce qu'on fait effectivement entre aujourd'hui et dans 15 ans alors que le GIEC dit dans 3 ans, si on n'a pas commencé à réduire nos émissions, c'est foutu.
Donc l'enjeu, il est là, et on essaye, nous, acteurs, de pousser de toutes nos forces pour faire comprendre ceci même au plus haut niveau de l'État, pour qu'on change un peu la donne et l'éclairage que l'on peut avoir sur l'éolien. Merci Grégoire. Effectivement, aux côtés de l'éolien terrestre, on a l'éolien offshore. Donc la France, deuxième puissance maritime mondiale, un potentiel énorme, beaucoup de retard dans le déploiement des capacités. On met en service les premiers projets du premier appel d'offres attribué en 2012, donc il y a 10 ans. Finalement, par rapport aux objectifs, est-ce qu'on est maintenant sur la bonne trajectoire et qu'est-ce qui nous manque un peu pour, en tout cas, être sur la bonne trajectoire? Pierre Pesson. Oui, bonjour à tous. Merci Mathieu. Juste revenir sur l'enjeu. Effectivement, on a quand même déjà commencé à baisser nos émissions, parce qu'on a atteint un pic en France qui est de 750 millions de tonnes équivalent CO2 en 2011, donc on est en train de baisser, mais on ne baisse pas suffisamment. L'enjeu, il est divisé par 6, nos émissions carbone, là, sur les 30 prochaines années, donc c'est significatif. Et les énergies renouvelables permettront évidemment d'atteindre cette neutralité carbone, c'est essentiel. Il n'y a pas un seul scénario qui est réalisé notamment par RTE qui fait une part belle aux énergies renouvelables. Et donc c'est absolument essentiel qu'on les développe, et toutes les énergies renouvelables, évidemment, à terre comme en mer. Là où on en est aujourd'hui dans l'éolien en mer, on a 3,5 gigawatts de capacité qui sont installés. Je n'ai pas trop envie de regarder dans le rétroviseur, parce qu'effectivement, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'éolien en mer depuis fin 2007. J'ai participé dans l'élaboration des premiers projets. J'ai suivi pendant une dizaine d'années un parc éolien qui va être en construction. Ça a pris beaucoup de temps parce que il fallait aussi créer des procédures et créer un cadre réglementaire qui permette la mise en œuvre de ces projets qui sont complexes. Ce qui me semble intéressant de retenir, c'est comment on va, de quelle manière sont fixés les objectifs et comment on va se donner les moyens de les atteindre. On doit atteindre, ce qui a été annoncé par le président de la République à Belfort, 40 gigawatts d'éolien en mer d'ici à 2050, 40 gigawatts en fonctionnement quand on considère le mix électrique de 2050, qui va évidemment augmenter, puisque sans cela, on ne fera pas notre transition énergétique. C'est à peu près 25% de la production d'électricité qui proviendra de l'éolien en mer. Là où on a un gros travail à réaliser, et peut-être qu'on en reparlera plus tard, c'est qu'il faut trouver des zones. On a un espace maritime considérable. Le deuxième espace, on a beaucoup de vent, on a 4 façades maritimes. On a des organisations régionales qui sont très motivées pour faire émerger des zones. 370 000 km² d'espace maritime pour 40 gigawatts. C'est 2% de l'espace maritime qui serait lié à l'éolien en mer. Donc on est sur une part infime finalement de l'espace maritime, non inclusif, puisque entre deux machines, c'est la même distance qui vous sépare d'ici à la Part-Dieu, 1,5 à 2 km entre les machines, considérant la taille des machines qui vont être installées. Donc évidemment, à l'intérieur des parcs, il se passe aussi de l'activité, notamment des activités de pêche, et c'est un enjeu d'acceptabilité qu'on doit encore continuer à travailler. Merci beaucoup Pierre. Effectivement, on parle des machines, des technologies. Le voisin de droite, Benoît, s'exprime pour Vestas. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, les technologies poursuivent leur évolution. Hier, j'étais à Port-la-Nouvelle, donc le berceau historique de l'éolien en France. On a eu la première éolienne qui faisait moins d'1 mégawatt. Aujourd'hui, on parle des éoliennes de 14 à 16 mégawatts. Il y en a aussi des plus petites. On y reviendra pour le petit éolien qui a aussi son intérêt pour les bâtiments à énergie positive. Quid finalement de la participation des technologies, de leur évolution à l'atteinte des objectifs énergie-climat, et notamment aussi du point de vue des coûts? Oui, donc si je regarde le marché français, puisque Vestas aussi opère dans 83 pays, et le marché français a des spécificités, un enjeu de contraintes spatiales notamment. Et une des caractéristiques de ce marché est qu'on installe des éoliennes qui sont en moyenne plus petites et d'un rotor plus petit aussi, qui fait qu'on se prive d'un potentiel de baisse, de réduction de coût de l'énergie. Pour un fabricant comme Vestas, ce serait une surprise pour personne, mais on vend presque tout le catalogue donc en France. Et alors que typiquement, on vend 1 ou 2 modèles par pays. Juste pour vous montrer la complexité de chaque site, il faut trouver l'éolienne un peu à la mode d'un Lego
qui va épouser les contraintes pour tirer le maximum de chaque site. Une autre des caractéristiques, c'est que les sites sont de petite taille, donc ça aggrave aussi cet élément. Mais on continue d'investir, et on continue d'investir sur deux volets. D'une part, le volet biodiversité et environnemental. Donc on a rendu les éoliennes toujours plus intelligentes pour pouvoir détecter de l'activité aviphonistique, par exemple, ou être interopérable avec des systèmes tiers. Donc pour nous, c'est un des axes importants de développement. Un autre axe de développement, c'est la circularité. On nous rabat les oreilles sur la question de la recyclabilité des pales. C'est un sujet qui est complètement sous contrôle. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir le site de Vestas qui est très bien fait. On annonce une roadmap qui va bien au-delà des pales, parce que se concentrer finalement sur un composant, c'est réduire toute la discussion sur la circularité. Ce que Vestas a l'ambition de faire, c'est une éolienne donc zéro déchet à l'horizon 2040. Donc regarder l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'ingénierie, la fabrication, le transport, l'exploitation, le démantèlement. Donc il y a bien sûr l'idée d'avoir des pales 100% recyclables, et on a donné donc un objectif à l'horizon 2030. On sait comment le faire, et on s'engage d'ores et déjà sur ce sujet. On bannit aussi toutes les questions d'enfouissement, dont on entend souvent parler. Donc c'est un point important, ce sujet, et donc aussi important qu'on a fini nous-mêmes par être classé entreprise donc la plus durable au monde par Corporate Knights, parce qu'on a fait vraiment un projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'on voit notre mission au-delà on n'est pas là juste pour vendre des machines, on est là pour vendre des solutions d'énergie durable. Et donc je voudrais aussi revenir sur un point, et plutôt la thématique du pouvoir d'achat, parce qu'on se dit, bon ben voilà, on se prive de peut-être rendre encore l'énergie moins chère qu'elle n'est, mais il faut quand même savoir qu'elle est extrêmement compétitive. Il y a eu énormément d'articles qui ont été publiés ces derniers jours qui mettent en évidence que finalement, dans le contexte actuel, l'éolien ne coûte rien aux finances publiques, ou ne va rien coûter, et au contraire va être source d'une rente et d'un bonus pour les finances publiques. Donc ça me donne envie de dire, voilà, il faut aller plus loin, et c'est tout à fait en ligne avec la trajectoire qui a été exposée précédemment. Oui, un bonus de 13 à 14 milliards d'euros sur 2021-2022 rendu à l'État français en l'occurrence, notamment pour financer aussi le bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz sur lequel le gouvernement s'est engagé. Antoine, alors là on parlait de l'éolien, on parle éventuellement des grosses machines, mais clairement aussi dans la construction, dans l'habitat neuf, on intègre. On parlait tout à l'heure du solaire, mais aussi du petit éolien, qui est un peu moins connu, qui intéresse aussi pas mal de monde. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots déjà à la fois de l'activité et puis aussi des perspectives d'évolution du petit éolien dans les bâtiments? Oui, bien sûr. Donc nous, chez WindMyOff, on propose une solution, donc on est à la croisée des chemins entre l'énergie et le bâtiment, une solution de production mixte en fait, qui va allier de l'éolien et du solaire pour les bâtiments. Donc l'éolien, alors tout à l'heure, on est passé sur mon stand, on m'a dit c'est un fantasme, l'éolien sur le bâtiment depuis toujours en fait. Donc tout le monde veut le faire et personne n'y arrive. Et moi, la première chose qu'on m'a dit quand j'ai commencé, c'est ça va pas marcher. Donc c'est un gros enjeu parce qu'aujourd'hui, les bâtiments sont pas forcément capables d'accueillir des panneaux solaires, mais on les force quand même à produire leur propre énergie. Donc il y a un besoin de trouver des solutions. Et ces solutions, dans des zones moins ensoleillées, l'éolien, c'est une bonne réponse. Le problème, et je suis conscient que ça ne marche pas, ça n'a pas marché jusque-là. En fait, le problème, on le disait tout à l'heure, c'était l'identification des sites. C'est-à-dire que pour moi, le problème majeur, ça a été de vouloir faire une solution universelle, ce qui est impossible au niveau du bâtiment, puisque chaque quartier a sa spécificité, chaque bâtiment a sa spécificité. Et donc tout l'enjeu, c'est vraiment d'identifier correctement les sites, le ciblage du marché, en fait. Et donc l'échec du petit éolien, pour moi, il n'est pas lié à la technologie, puisqu'en fait, faire 3 bouts de tôle pliés qui tournent grâce au vent avec une génératrice, ça, on sait le faire depuis longtemps. Et donc, c'est plutôt sur tout l'ensemble, en fait, le projet qu'on va être capable de monter. Et donc, nous, on a développé une suite d'outils en parallèle, en fait, du développement technique de la machine,
qui nous permet de s'assurer qu'on arrive à identifier correctement les sites, discriminer les très bons sites des sites moins bons, mais aussi derrière à prévoir la production, c'est-à-dire être capable d'avoir un système de prédiction basé sur de la simulation et de la météo, des relevés sur site et autres. Et donc ça nous a permis aujourd'hui d'arriver en fait à cibler notre marché et de proposer une solution, alors qui est encore un peu aujourd'hui plus chère que le marché, puisqu'on est en démarrage, hein, là on pose nos 100 premiers modules cette année, mais qui à terme en fait va largement atteindre le coût du panneau solaire classique. Donc en fait ça va être une solution non pas concurrente mais alternative, c'est-à-dire qu'on va proposer une brique en plus pour la transition énergétique des bâtiments. Là aujourd'hui sur les projets, tout l'enjeu c'est cette identification, et donc ça va être plus adapté forcément à du tertiaire, à du logement social sur des bâtiments un peu plus hauts, des bâtiments qui vont pas être en cœur de ville. Donc tout ça en fait ça fait qu'aujourd'hui on refuse entre 8 et 9 projets sur 10 qu'on nous soumet. Par contre ceux qu'on va réaliser derrière, on est sûr de la pertinence de l'installation, et là on peut dire de manière assez confiante que oui, le petit éolien ça fonctionne. Le problème c'est ce qu'on met autour. Et le deuxième point en termes d'acceptabilité, alors on a des questions tout le temps sur. Donc la première c'est sur les pigeons. Nous vous avez les oiseaux, nous c'est vraiment les pigeons, c'est très spécifique parce qu'on est en ville. Il n'y a pas de risque, ça fait pas de bruit, donc voilà, on a aussi toutes ces questions-là, on les a sur les ondes électromagnétiques. Enfin, on a les mêmes en fait que le gros éolien. Alors en ce moment, on a mauvaise presse. Moi, j'espère que dans 2 semaines, ça va pas mal se passer, parce que sinon, il va falloir qu'on délocalise en Allemagne, je pense. Mais du coup, je suis confiant dans le sens où là, aujourd'hui, l'arbitrage, il se fait plus tant sur l'économie, nous, sur nos projets, parce que les tarifs de rachat, ils sont à la parité réseau, donc l'autoconsommation, c'est un nouveau vecteur d'économie et de transition pour les bâtiments. Donc il y a vraiment un sens en fait à ce qu'on fait. Et l'avantage de coupler les panneaux solaires avec les éoliennes aussi, je pense, de proposer un mix énergétique en fait. C'est-à-dire qu'on ne propose pas une éolienne. Au début, on faisait ça, et au niveau marketing, c'était pas bon. Aujourd'hui, on produit un module mixte, et en fait, c'est un peu une boîte noire, et ça rassure finalement, parce qu'on a aussi une production qui est lissée sur l'année. Donc moi, je suis tout à fait confiant en fait sur ce développement-là. Il y a une demande des promoteurs pour intégrer ce type de solution, parce que j'imagine que quand ils proposent aussi un bien immobilier, ça fait partie des motivations de l'acheteur que d'avoir un bâtiment qui à la fois intègre ces solutions et lui permettent aussi de faire des économies. Oui, en fait là, en France, c'est un marché qui est quand même très réglementaire pour nous. C'est-à-dire que là, il y a la RE 2020 qui a fini par sortir dans une version un peu modifiée, mais voilà, ça, le décret tertiaire, c'est-à-dire qu'on va imposer aux bâtiments de produire de l'énergie, d'être plus propre, d'être plus durable. Donc en fait, ils le font, les promoteurs, et la demande, elle est là parce qu'ils sont obligés finalement. Donc ça passe d'abord par cette phase-là, mais les gains, ils sont immédiats. C'est-à-dire que nous, on a des promoteurs aujourd'hui avec qui on travaille. En fait, ils se démarquent parce que derrière ce qu'ils vendent, en fait, le retour sur investissement pour eux, il est immédiat dans le sens où juste ils remportent le marché. C'est-à-dire que sur des appels d'offres, en fait, plus on va intégrer de solutions et plus on va avoir un bâtiment intelligent, par de smart city, smart building, plus ça va se vendre correctement. Donc après, la demande, elle est très variée. On reçoit aussi tous les jours des particuliers sur des maisons, mais ça, on refuse typiquement. Mais après, sur du tertiaire, sur du retail, là, il y a un boulevard, parce que sur tous les bâtiments existants, le panneau solaire, c'est pas une option. C'est-à-dire que les portées sont telles entre 2 poutres qu'on ne peut pas poser des panneaux solaires. Donc nous, on se pose vraiment sur l'acrotère. Je vous invite à passer sur le stand. On se pose sur l'arête des bâtiments. En fait, on réduit les contraintes. On n'est pas haut, on fait qu'1,60 m. On est sur un rotor horizontal. Donc on n'a pas cette image aussi de l'éolien qui peut freiner en fait, dans la tête des gens. Donc on a vraiment une solution où ça se démarque. C'est pertinent quand nous, on accepte d'y aller. Et derrière, le gain, il est palpable. Ouais. Merci. On a parlé des freins au développement. Ça amène toute une réflexion sur finalement la planification du développement de l'éolien et sa bonne intégration à l'environnement en général. Comment on pourrait imaginer une planification méthodique et partagée par tous? Je commençais peut-être par Grégoire et puis ensuite interroger Pierre. Oui, c'est un sujet crucial, la planification, parce qu'en fait, l'énergie, c'est un sujet stratégique pour l'État. Donc on l'a un peu oublié parce que ça fait 40 ans qu'on vit avec 80% de nucléaire et on a intégré que c'était l'Élysée qui décidait de tout ça. Mais le mix énergétique, de toute façon, en 2050, à minima, il y aura 50% d'énergie renouvelable, au minimum.
et 50% de nucléaire. Donc le sujet de comment on s'assure, si je suis l'Élysée, que le déploiement des ENR va atteindre les objectifs, et comment je le planifie, et je mets en œuvre et je contrôle que ce déploiement est effectivement efficace, ça va devenir un sujet, à mon avis, très, très urgent. Et moi, je suis le premier défenseur de doter les ENR, toutes les énergies renouvelables, d'un statut d'intérêt général. Je veux dire, il va falloir, comme on déroule les centrales nucléaires, il va falloir dérouler les énergies renouvelables. Alors, ce qui n'interdit pas, bien entendu, la concertation. Chez WPD, ça fait presque 15 ans que l'on fait de la concertation au plus près des riverains, en intégrant non seulement les élus, mais bien entendu aussi les riverains, les associations, voire les opposants, pour essayer de trouver ensemble quel est le meilleur projet à faire. Cette concertation, il faut qu'on la fasse aussi à l'échelle départementale et régionale. Donc il y a des outils qui existent déjà, comme les SRADET, les schémas régionaux finalement qui désignent les secteurs propices à l'éolien. Le problème, c'est qu'on a tout un tas de schémas qui se succèdent les uns aux autres avec une efficacité toute relative. Et en ce moment, il y a des cartographies qui sont élaborées département par département avec un objectif qui était très sain à l'origine, c'est de désigner les secteurs propices au développement de l'éolien terrestre. Sauf que quand on superpose les contraintes, en fait, on s'aperçoit que les services de l'État ne font pas le travail de s'assurer qu'il y aura une ressource suffisante pour atteindre ces objectifs. Donc en fait, on se retrouve avec des cartes qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs. Donc il nous faut une méthodologie nationale, une ambition nationale et stratégique, et ensuite forcer les départements, les régions à déployer les énergies renouvelables en fonction de leur potentiel. Parce qu'ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, il y a un potentiel éolien formidable. Alors, il y a des contraintes militaires, aéronautiques très fortes, et on essaye de pousser pour qu'elles soient levées en partie. Je pense que je rejoindrai Pierre sur la notion de donnons 2% du territoire à l'éolien offshore. On pourrait l'appliquer de la même manière, c'est ce que l'Allemagne vient de faire, dire donnons 2% du territoire français métropolitain à l'éolien terrestre, et ça suffirait. Voilà. Mais donc il faut une décision qui vient d'en haut, parce qu'aujourd'hui on travaille sur seulement 20% du territoire, alors qu'il y a un potentiel infini et que ça éviterait de devoir densifier certains secteurs à outrance, alors que 80% du territoire français, on peut se promener sans voir une éolienne. Avec qui plus est une faible emprise au sol pour l'éolien terrestre comme pour l'éolien offshore finalement. Donc, et une non-exclusivité de l'espace, puisque effectivement c'est très souvent en zone rurale, voire totalement, avec les agriculteurs qui accueillent, si je puis dire, aussi ces projets à côté des cultures dans les champs. Tout à fait. Et quand c'est fait en concertation localement, ça se passe bien. Nous, on a seulement un projet sur 4 qui est attaqué en recours parce qu'on fait ce gros travail de concertation le plus en amont possible. Voilà. Merci Grégoire. On a parlé de la cartographie, la planification donc, spatiale, calendaire, on est à peu près bien. De ce que je comprends des différents intervenants, on est plutôt en phase avec ce qu'on devrait faire. Au niveau de l'éolien en mer, donc là aussi, il s'agit finalement d'identifier les zones propices ou de moindres contraintes, ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce que c'est aussi la méthodologie applicable à l'éolien en mer ? La méthodologie, elle est présente. Il y a des débats publics qui sont réalisés en amont. Mais moi, ce que je retiens surtout dans les termes d'acceptabilité, il faut expliquer de quoi on parle en fait. On a tous un objectif commun qui est de changer notre mix énergétique vers un mix décarboné. On n'a juste pas le choix en fait. Donc après, ça veut dire qu'on ne doit pas choisir dans les énergies. Toutes les énergies renouvelables doivent être développées, exploiter les potentiels présents dans les territoires
Et ça, c'est quelque chose, je pense, très important que les maîtres d'ouvrage font, c'est expliquer aux personnes, aux parties prenantes, le potentiel naturel qui existe dans un territoire et la manière dont on va pouvoir l'expliquer. L'objectif, il est quand même de réduire notre dépendance. On est à plus de 55% dépendant du fossile aujourd'hui, c'est-à-dire dépendant de l'extérieur. Donc on doit se rendre indépendant. On a une énergie de ce fait qui est très carbonée, notre consommation d'électricité, et on a une énergie qui est de plus en plus chère. On le voit aujourd'hui sur nos factures. Donc on a un double objectif qui est d'être évidemment moins dépendant plutôt, d'avoir une électricité compétitive et qui préserve l'environnement. Et les énergies renouvelables s'inscrivent totalement dans ce cadre-là. Et ça, c'est un élément qui, à mon sens, est très important d'expliquer, parce que quand on l'explique en préalable du lancement d'un projet, la population a évidemment, et les parties prenantes qui sont concernées par ces projets-là, perçoivent ce message parce qu'elles le vivent aussi. Et elles comprennent la trajectoire qu'on veut suivre. Sur l'éolien en mer, pour moi, il y a trois sujets. D'une, il faut trouver les zones. Donc, il y a des méthodologies à mettre en œuvre. Il y a une planification maritime qui est engagée dans pas mal de pays d'Europe, qui est réalisée dans beaucoup de pays. Mais on n'est pas les seuls en mer. Il y a des zones de protection environnementale, il y a des navires qui passent, il y a des extractions de granulats marins. Donc, on doit organiser l'espace maritime pour développer toutes ces activités-là et faire en sorte qu'elles coexistent, puisqu'il n'y a pas non plus d'exclusion d'une activité pour en développer une autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut absolument réduire les délais de développement. Pourquoi ? Parce que plus on prend de temps à réaliser notre transition énergétique, et plus la courbe va être difficile pour atteindre la neutralité carbone. Donc du délai en plus dans le temps de développement, c'est plus de contraintes pour atteindre cet objectif-là. Et l'acceptabilité, elle repose beaucoup aussi sur les délais, le temps de développement. Quand vous discutez avec des marins pêcheurs et quand vous faites des concertations avec eux et finalement ils sont d'accord sur le développement d'une zone, je peux vous assurer qu'ils ont relativement du mal à comprendre pourquoi on met 10 ans derrière pour installer le projet. Donc il faut qu'on continue la simplification, qu'on mène des études environnementales, qu'on les partage et qu'on avance beaucoup plus vite. Et le troisième point, l'acceptabilité, c'est aussi les retombées économiques. On a des filières industrielles qui se mettent en place. Si je regarde sur l'éolien en mer, il y a 60 000 emplois qui existent en Europe dédiés à l'éolien en mer. En France, les énergies marines renouvelables, c'est 5 000. Et il est très important d'accompagner la filière industrielle. Pourquoi ? Parce que les machines vont être plus grandes, plus nombreuses. On va augmenter notre rythme d'installation. En Europe, ça sera 400 gigawatts qui vont être installés. Donc la France aura, grosso modo, si on atteint 40 gigawatts, 10% de l'objectif européen, ce qui permet aussi de mettre en rapport. Il faut accompagner les ports, accompagner les industriels pour qu'ils s'implantent. Les ports, parce qu'il va falloir de la place, il va renforcer les quais. Et donc c'est un tout. On ne peut pas uniquement traiter l'acceptabilité sur un volet uniquement concertation. La vision, elle est évidemment très globale. Merci Pierre. Laetitia, on a parlé des freins, on a parlé de la concertation. Comment on peut, si je puis dire, booster l'ancrage local des projets, au-delà finalement de la concertation? Quels éléments on peut mettre en exergue pour essayer de favoriser cet ancrage? Oui, alors effectivement, la concertation est le premier pas de l'ancrage local. L'éolien, de toute façon, est une énergie ancrée localement de fait. Et c'est vrai que la croissance de la concertation qu'il y a eu ces 5-10 dernières années de plus en plus importante participe aussi à l'implication. On a parlé aussi d'acceptation locale, donc participe beaucoup à ça. On met en place des comités de projet de plus en plus fréquemment sur les projets avec l'ensemble des parties prenantes pour vraiment accompagner le développement du projet, éventuellement son exploitation selon les volontés locales. L'ancrage local est très différent d'un projet à l'autre selon les volontés et les acteurs qui sont autour du projet. Dans beaucoup de projets, on met en place du participatif depuis pas mal d'années, que ce soit par le biais de crowdfunding, donc qui permet à des élus ou à des citoyens d'investir leur propre argent dans le projet et puis d'en avoir des retombées qui sont à des taux définis dans le cadre du projet, donc intéressant pour les retombées locales. Au niveau du participatif local aussi, on a des expérimentations actuelles sur la possibilité d'offrir des tarifs préférentiels à des citoyens locaux autour de nos projets.
des contrats de revente d'électricité aussi directement aux collectivités qui sont à l'étude sur certains projets. Donc tout ça, ça participe vraiment d'avoir des retombées locales fortes, économiques, de partager les bénéfices des projets et puis d'impliquer localement l'ensemble des acteurs. Sur d'autres types de projets, il y a une volonté forte, on le sent en général assez tôt dans le projet, de pouvoir participer aussi à la gouvernance des projets. Et dans ce cas-là, qui dit gouvernance dit vraiment prendre des parts dans les projets. Donc les collectivités ou les citoyens peuvent être partie du capital, faire partie du capital de la société qui porte le projet. Et ça veut dire que derrière ça, ils ont aussi effectivement partie des retombées à la fois financières, mais aussi de la gouvernance, des décisions qui sont prises sur le projet pendant toute sa durée de vie. Donc ça effectivement, ça ancre très localement et ça fait partie des initiatives qui sont très nombreuses, qui font en sorte que les projets soient vraiment bien acceptés localement et mobilisent localement aussi. On a des mobilisations très positives qui en ressortent et c'est très important dans les territoires dans lesquels on s'installe en général. Le dernier cahier des charges des appels d'offres pour l'éolien terrestre favorise que ce soit le financement participatif ou la gouvernance participative. C'est-à-dire que tous les projets qu'ils mettent en place peuvent avoir des avantages en termes de tarifs de revente d'électricité dans le cadre des appels d'offres. Donc c'est un incitateur très fort. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des appels d'offres, la compétitivité de l'éolien fait que le tarif n'a plus à être l'unique critère et forcément mis en avant, et ça permet de pouvoir appuyer, soutenir des initiatives comme ça qui bénéficient et permettent de faire bénéficier au projet localement. Donc c'est très important pour nous. On continue de lancer des initiatives en ce sens-là et ça fonctionne plutôt bien. Peut-être deux mots, Laetitia, sur ce qu'on appelle les corporate PPA, donc les contrats de gré à gré par rapport à l'industrie. Ça peut aussi être quelque chose de très intéressant. On est dans la vallée du Rhône, donc oui. Très orienté chimie aussi. Donc peut-être deux mots là-dessus. Et par rapport à l'hydrogène, là aussi on est dans une région très axé sur le développement de l'hydrogène, sur les projets, ce qu'on appelle les projets hybrides avec l'éolien, qui concourent aussi à la décarbonation de la consommation d'hydrogène. Oui, alors sur les corporate PPA, effectivement, j'ai mentionné les contrats avec collectivités, mais c'est vrai que les contrats de revente d'électricité, donc aujourd'hui, principalement, la revente d'électricité, elle passe principalement par le biais d'appels d'offres ou compléments de rémunération, donc qui sont des contrats avec l'État et avec EDF obligation d'achat pour revendre l'électricité. De plus en plus se développent des contrats qui sont passés directement entre le producteur et le consommateur. C'est pour ça que je mentionnais les collectivités tout à l'heure, ça peut être le cas, mais aussi et principalement, ça se développe plus avec des industriels qui sont intéressés d'avoir une électricité qui soit à tarif fixé sur, alors les durées peuvent être entre 5, 6 ou maximum 10 ans en général, mais bien sûr renouvelables, qui sont intéressés d'avoir des tarifs d'électricité qui sont donc fixés, de l'électricité verte, et qui permettent effectivement d'avoir un autre modèle économique que la revente d'électricité verte actuellement. Après, sur le sujet de l'hydrogène, alors ça se met en place notamment par le biais pour le stockage de l'électricité produite. Réglementairement, on est encore en attente quand même d'avoir un cadre, des appels d'offres ou un cadre qui le permettent plus, mais effectivement c'est une voie qui permettra plus de flexibilité, d'intégration au réseau et de solutions pour l'avenir de la production. Oui. Pour décarboner aussi le transport lourd, je pense au bus par exemple, ou encore au train,
puisque effectivement on est en train de lancer ces différentes technologies. On parlait de technologie et très souvent on entend, je m'adresse plutôt à Benoît et Antoine, on entend que les retombées industrielles de l'éolien sont assez faibles ou du moins pas connues sur le territoire français. Alors quelle est la réalité à la fois pour le petit et pour le plus grand éolien? On va peut-être commencer par Benoît. D'accord, écoute, on peut peut-être commencer par quelques statistiques sur la filière en général. Hein. Donc, l'emploi dans la filière éolienne, c'est à peu près 22 000 emplois à long terme qui recouvrent l'ensemble de la chaîne de valeur. On peut dire 25% dans l'ingénierie, 25% dans le développement de projets, à peu près 25% sur les phases de construction, 25% sur les phases d'exploitation-maintenance. Donc, quand on a dit ça, on entend déjà une certaine matérialité sur l'emploi et les retombées industrielles. On a touché tout à l'heure le concept aussi des 5000 emplois sur l'offshore. En venant donc sur Lyon, je me suis intéressé donc à la région Rhône-Alpes et je voyais 20 000 emplois dans la filière verte. Et donc je me suis dit, sur les 22 000 emplois de la filière éolienne, combien y en a-t-il en Auvergne-Rhône-Alpes? Et donc il y en a à peu près 2100, donc à peu près 10% des emplois donc de la filière verte en Rhône-Alpes sont dans l'éolien, et alors même qu'on n'a que 600 MW éoliens installés, ce qui représente 3% de la capacité installée nationale. Donc je pense qu'on peut faire plus. Si on veut se projeter, tout à l'heure on donnait des trajectoires à 2035, 18 gigawatts sur l'éolien offshore et plus de 30 gigawatts sur l'éolien terrestre. On est clairement sur une stratégie où on va passer de 22 000 à probablement 50 000 emplois. Et ça demande aussi beaucoup d'anticipation. Et pour un industriel comme nous, ça demande aussi beaucoup de visibilité. Et c'est vrai que si on a une inquiétude sur le calendrier d'exécution des projets et leur cadence, ça ralentit les décisions d'investissement. Donc c'est quelque chose qu'on doit pouvoir aussi traiter, qui fait part de notre ambition nationale et qu'il faut cadrer. Après, ce que je note aussi, c'est qu'il y a beaucoup de dynamisme sur l'offshore. Il y a le vecteur du flottant, il y a beaucoup d'innovations parmi donc les grandes sociétés d'ingénierie françaises qui ont acquis leur référence dans le domaine pétrolier notamment, et qui voient une opportunité de reconversion ou de relais de croissance. Les sociétés qui font des câbles sous-marins, des systèmes d'ancrage, des sociétés avec des compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous, on a eu la chance de pouvoir travailler avec une société qu'on a accompagnée dans plus de 15 pays. Donc aussi, on est capable d'intégrer des sociétés françaises et de les emmener à l'export. Donc c'est une facette, je trouve, passionnante. Et en termes de croissance de l'éolien, on est à peu près à 2000 emplois par an. Oui, exactement. C'est une tendance observée. Oui, mais je pense que, encore une fois, c'est si on regarde le passé, mais si on regarde le futur, la tendance elle peut être beaucoup plus ambitieuse. Donc, il faut qu'on travaille sur notre calendrier d'exécution. Voilà. Merci Benoît. Antoine? Alors nous, sur le petit éolien, c'est plus limité puisque le marché est naissant. Donc WindMyHouse, c'est 8 ETP, hein. C'est déjà pas mal. Mais non, en fait, nous, les retombées, elles sont locales parce qu'en fait, les projets sont locaux vraiment. C'est-à-dire que chaque projet, du coup, on a de l'installation, on a de la maintenance après sur les années d'exploitation. Là, nous, toute la fabrication et tout le sourcing des pièces est fait en France. Donc, on fait travailler, c'est de l'indirect, mais on s'est employé aussi à faire en sorte que la conception qu'on fasse, elle soit réalisable simplement. Donc là, tout est fait à Saint-Nazaire. Alors, on s'est rapproché du grand éolien pour rentrer dans la famille, mais ils vont peut-être nous accepter un jour. Et après, ça va être plutôt du projet, c'est-à-dire que ça va être de l'ingénierie aussi sur l'intégration dans les bâtiments et autres.
Mais de la même manière, en fait, ça va chercher beaucoup plus loin que juste la fabrication des éoliennes en elles-mêmes. Puisqu'on a tous les sujets d'opération, de pilotage, de suivi des données et autres aussi à prendre en compte. Oui, en termes de développement, du coup, ces emplois qui sont partagés aussi avec le bâtiment, j'imagine, puisque des ingénieurs qui conçoivent l'intégration des modules. Ça, là-dessus, c'est sûr, enfin, on ne remplacera pas les architectes et les ingénieurs de structure. Après, là, en ce moment, nous travaillons avec des cabinets d'architecture sur vraiment la partie intégration au bâtiment, c'est-à-dire optimiser la forme, l'orientation, le placement. Voilà, tout ce qu'on peut optimiser, mais vraiment de manière géométrique, c'est-à-dire que ça, c'est notre métier à nous, c'est comment est-ce qu'on va placer correctement une turbine à un endroit pour qu'on ait de l'énergie suffisante dans l'année. Après, la réalisation derrière, effectivement, c'est leur métier. Mais sur tout le reste, en fait, l'opération, là, sur les premiers projets qu'on met en place, l'activité d'installation et de maintenance, elle est spécifique au projet, on travaille sur de l'existant. Donc en fait, c'est pas un mainteneur qui va faire toutes les clims pour le moment. C'est en gros là, une personne qui va venir, enfin 2 personnes qui viennent poser, installer, maintenir les éoliennes pendant X années derrière. Donc ça reste spécifique pour le coup à l'activité qu'on a, mais effectivement, c'est inclus plutôt dans le côté bâtiment. Merci beaucoup. Donc si je fais un petit récapitulatif, parce qu'il est déjà midi 45. Sur le papier, les trajectoires énergie-climat, sur le papier, on est bon. Il y a énormément de travail et un effort énorme à fournir. Je pense que l'image du confinement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre est une bonne image en termes de sobriété, d'efficacité énergétique. La méthode, la planification, le renforcement de la concertation qui existe déjà beaucoup, la valorisation d'un certain nombre d'avantages, le pouvoir d'achat, les retombées socio-industrielles, l'efficacité énergétique, la production d'énergie pour les bâtiments, et aussi un discours positif et surtout une meilleure connaissance de la réalité des effets de l'éolien sur son environnement. On parlait de l'avifaune, on parlait des différentes espèces. Les centaines ou les milliers de pages d'études d'impact nous permettent quand même d'être assez sereins sur les effets de l'éolien. Je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce qui a été abordé par nos panélistes? N'hésitez pas, tout ce que vous avez voulu savoir sur l'éolien. Si vous avez même des critiques, on nous challenger là-dessus, il n'y a pas de problème. Très bien, on vous a convaincu pour votre vote dans 10 jours alors. Merci beaucoup, très bonne journée.